Monsieur Koulouglou, bonjour et merci d'être Bonjour, avec nous. bonjour. Alors dites-moi, pourquoi un film sur Merkel et pourquoi vous l'avez intitulé La Marraine? Écoutez, d'abord parce que c'est vraiment très intéressant pour moi de voir comment une femme anonyme qui ne se mêlait pas à la politique pendant la République populaire en Allemagne, après, elle a réussi à devenir la femme la plus puissante du monde. Et en même temps, c'est une femme qui a imposé, qui a donné son propre marque à la politique d'austérité qui a été imposée aux pays du sud de l'Europe, dans toute l'Europe, et évidemment en Grèce, d'où je viens. Mhm. Alors, dans votre film, je dois indiquer aux téléspectateurs que je l'ai suivi. C'est un film plein d'émotions, mais aussi avec beaucoup d'humour. Vous avez essayé d'utiliser à la fois l'émotion et l'humour pour essayer de toucher le maximum de public? Je le fais toujours dans mes films, ça, parce que les documentaires ont, vous savez, une mauvaise réputation, qu'il s'agit de films très secs. Tandis que moi, j'utilise tous les moyens, les moyens cinématographiques, les extraits du théâtre, les blagues. J'ai produit des bandes dessinées, comme vous l'avez, pour faire le résultat plus intéressant pour les spectateurs, parce qu'à la fin, il s'agit de cinéma. Alors aujourd'hui, vous êtes député européen, mais vous avez été dans un passé, vous continuez à être journaliste et donc réalisateur de cinéma. Oui, oui, je continue toujours à filmer. Même ce jour-là, je filme parce que je n'abandonne pas les professions que j'aime. On m'a proposé, M. Tsipras, qui est un ami à moi, m'a proposé de l'aider pendant la campagne pour les élections européennes et de son parti. Moi, je ne suis pas membre du parti. Et j'ai bien dit oui parce que je pense qu'il y a quelques moments historiques où on ne doit pas rester neutre. C'est une phase de l'histoire qui se passe à ce moment en Grèce parce qu'il y a une catastrophe sociale et humanitaire. Et je pensais qu'il me faut aider. Mhm. On va dire encore un mot par rapport au film, alors, mais en résumé comme ça, de façon très compactée, de quoi il parle, au-delà du fait que Merkel, donc Angela Merkel, c'est le fil rouge. Oui, écoutez, la marraine, évidemment, c'est inspiré par les parrains. Les livres et les films très bien connus. Et alors, mais moi, je l'ai basé sur un livre écrit par une journaliste écrivaine allemande, Ignes Keller, qui a écrit un livre avec le même nom. Elle n'est pas de la gauche, elle est aussi chrétienne-démocrate, elle est membre du parti de Mme Merkel, mais elle la déteste. Alors, elle a écrit un livre comme ça, et moi, j'ai pensé que c'était une très bonne occasion pour ne pas vexer les Allemands d'utiliser quelque chose qui est plus proche avec l'Allemagne. C'est un livre allemand. Alors. Et la marraine raconte l'histoire d'une femme qui utilise tous les moyens pour rester et prolonger son pouvoir et devenir la femme la plus puissante du monde. Et imaginez-vous qu'elle a réussi à le faire, une femme d'Allemagne de l'Est, inconnue, que comme vous l'avez vu au film, elle n'a pas participé au mouvement de l'opposition à l'Allemagne de l'Est. Mais quand même, après, elle a réussi petit à petit en jouant un jeu très délicat du pouvoir, de machiavélique, d'accéder au pouvoir, de remplacer M. Kohl, de marginaliser M. Schäuble, et qu'elle reste encore
toujours, après c'est son troisième mandat maintenant, elle reste toujours populaire. C'est extraordinaire. Et alors, non seulement elle est la femme la plus influente en Allemagne, mais elle devient la patronne de l'Europe. Absolument. C'est la patronne de l'Europe. Écoutez, à ce moment-là, toutes les décisions importantes doivent être autorisées par l'Allemagne. Je parle pour l'Union européenne. Ça veut dire que le couple France-Allemagne, c'est fini. Malheureusement, ça n'existe plus. Ça, vraiment, on le regrette beaucoup, notamment en Grèce. Parce que d'abord, la France était une alliée traditionnelle, nous étions alliés traditionnels de la France, tandis qu'avec l'Allemagne, on avait toujours des relations historiquement très épineuses, je pourrais dire. Mais et aussi, toujours, s'il y a un équilibre entre les deux puissants, on peut toujours, les pays les plus petits, jouer entre les deux pôles. Tandis que s'il y a un pôle, comme c'est le cas avec l'Allemagne, les marges de manœuvre est limitée. Tout à fait. Vous pensez que depuis l'avènement au pouvoir de la gauche incarnée en Grèce donc par M. Alexis, Merkel et l'Union européenne mettent plus de pression sur la Grèce? Absolument. Je viens d'écrire un article au Monde diplomatique qui s'appelle Grèce, les coups d'État silencieux. Parce que, à mon avis, ce qui se passe vraiment, c'est un coup d'État silencieux pendant lequel on n'utilise pas les chars, mais les moyens modernes, les moyens économiques, les maisons de notation, le versement de la dette, les fameuses doses, tous les moyens, la Banque centrale européenne, c'est, comme on dit en anglais, c'est un coup d'État, not with the tanks, but with the banks. Qu'est-ce qui va se passer si la Grèce quitte la zone euro? Je pense que ça sera très difficile, à la fois pour la Grèce, mais aussi pour la zone euro et l'Union européenne en général. Parce que c'est un phénomène, c'est une évolution sans précédent, alors personne ne peut pas anticiper ce qui va se passer à la fin. Mais de toute façon, comme la Grèce est tellement fragilisée, je pense que partir de la zone euro, ça va faire beaucoup de tensions sociales dans un pays déjà politiquement instable et fragilisé au niveau social. Mais hier, par exemple, au niveau de l'Union européenne, de l'Eurozone, M. Draghi, qui est le président de la Banque centrale européenne, et il a parlé au Parlement, il a dit que vraiment personne ne sait pas ce qui va se passer à moyen et long terme dans l'Union européenne et l'Eurozone. Et en plus, il y a un autre problème assez grave, le traumatisme qui vient de la Grande-Bretagne. Parce que la Grande-Bretagne va organiser un référendum sur le Brexit, pas seulement de la zone euro, mais de toute l'Union européenne. Ça, c'est un très grand problème. Alors moi, j'espérais qu'après la victoire de M. Cameron, qui est pour le référendum en Grande-Bretagne, j'espérais qu'on va régler les problèmes grecs afin qu'on n'a pas encore des choses, des problèmes ouverts. Mais non, parce que le coup d'État, c'est pour renverser le gouvernement, parce qu'ils ne veulent pas qu'un gouvernement comme celle de Syriza, qui est contre l'austérité, réussit. Parce que si un gouvernement contre l'austérité réussit, il y aura des autres pays, comme l'Espagne, Portugal, l'Irlande, l'Italie, qui vont aussi demander moins d'austérité et plus du développement comme nous souhaitons.
Est-ce qu'on peut aller jusqu'à imaginer que la Grèce quitte ou elle sera mise carrément en dehors de l'Union européenne? Non, ça ce n'est pas envisagé comme scénario. Il n'y a pas quelqu'un qui le soutient. Tout le monde, tous les pays, quelques pays qui ne sont pas encore membres de l'Union européenne, comme l'Albanie, la Serbie, Monténégro, veulent aussi faire partie de l'Union européenne. Donc, Mais, contrairement aux pays riches, notamment la Grande-Bretagne qui souhaite se retirer, ouais, ou alors un certain nombre de pays, peut-être scandinaves, etc. Les pays pauvres du sud de l'Union européenne, là, ils sont beaucoup plus, ils sont meilleurs dedans que dehors. Alors, vous pensez que l'élargissement qui a été fait de façon vraiment précipitée, est-ce qu'elle a joué un rôle dans la crise qu'on connaît aujourd'hui au sein des pays de l'Union européenne? Absolument. Je pense que ça a été fait de manière très précipitée. Ces pays n'étaient pas, quand ils sont entrés, n'étaient pas préparés à le faire. Préparés pas seulement au niveau économique, mais au niveau historique. Parce qu'ils venaient de sortir de Comecon, de pacte de Varsovie, des traités qui appartenaient, disons, qui étaient conduits par l'Union soviétique. Alors, ils voulaient trouver quelqu'un pour remplacer l'Union soviétique et malheureusement, ils l'ont trouvé à l'Allemagne. C'est maintenant, ce sont M. Mélenchon, qui était candidat pour la présidence française, m'a dit que ce sont des colonies d'Allemagne. Carrément. Monsieur Kouloglou, combien de Grecs vivent aujourd'hui au seuil de la pauvreté à cause de cette crise économique et financière? Ce sont au-dessous du seuil de la pauvreté se trouve 25%. Et il y a 40% qui sont au seuil de la pauvreté. Ça, c'est une catastrophe sans précédent. Maintenant, il y a une impasse parce qu'on nous demande d'augmenter les taxes sur l'électricité, de les faire de 13 à 23%. Alors, vous savez qu'il y a 300 000 foyers en Grèce à ce moment-là qui n'ont pas d'électricité. Si les prix augmentent, il y en aura davantage. Alors, tandis que nous proposons des mesures alternatives qui donnent les mêmes résultats financiers, ils ne l'acceptent pas. Et vous savez pourquoi ils ne l'acceptent pas? Parce qu'ils veulent que ce gouvernement de la gauche prenne des mesures antipopulaires pour qu'elle soit discréditée complètement aux yeux de la population et de ses électeurs pour qu'elle tombe. C'est ça le coup d'État moderne. 300 000 Grecs vivent sans électricité, c'est-à-dire le soir ils sont dans le noir ou avec des bougies. 300 000 Grecs 300 000 foyers. 300 000 foyers, ça veut dire beaucoup plus. Mais mon film d'ailleurs commence, comme vous l'avez vu, avec deux séquences dans une maison qui n'a pas d'électricité et qu'on utilise de bois pour se chauffer, non? Tout à fait. Ça veut dire que la Grèce est en train de devenir un pays du tiers-monde? Oui, justement. Et alors, on nous demande de devenir davantage du tiers-monde. Tandis que nous, tout en respectant les accords signés par le gouvernement précédent, les normes stratégiques de la zone Europe, par exemple les budgets équilibrés, la discipline budgétaire et tout ça, nous voulons un petit peu d'échanger, de modifier un petit peu la politique imposée à la Grèce qui a mené à la catastrophe. C'est une politique catastrophique, qui n'a pas réussi du tout, qui a échoué complètement, mais on ne nous donne pas la possibilité de le faire.
Alors c'était tout un peuple qui a voté pour changer. Alors si on ne donne pas la possibilité à un peuple de changer, alors pourquoi alors faire des élections? Pourquoi? D'ailleurs, les élections coûtent cher. Il faut préparer les urnes, les centres électoraux, faire les campagnes électorales, tout ça. C'est au lieu d'économiser Pourquoi l'argent Monsieur et Tsipras, payer la dette. Monsieur Tsipras, le chef de gouvernement actuel, n'envisage pas, par exemple, d'organiser une conférence internationale pour inciter les pays les plus riches de faire carrément des donations, pas des prêts, comme fait Mme Merkel et l'Europe et la banque, donc le FMI, le Fonds monétaire international. Donc des dons de la part de pays les plus riches au monde. Parce que les différents parrains, les oligarques d'Europe, vont l'arrêter. Ils ne le permettront pas qu'il organise une conférence internationale. Même il a essayé de faire un voyage à Moscou, à Russie, avec la Russie, la Grèce, en dépit de Poutine et tout ça, a des relations historiques traditionnelles. Nous sommes assez proches comme d'ailleurs avec la France. Et même cette visite a été présentée comme une ouverture au Poutine, l'autocrate, comme si nous avons abandonné les valeurs démocratiques. Mais quelle démocratie? Pour quelle démocratie on nous parle si le désir, le vote des peuples n'est pas du tout respecté? Ils vont crasser. Ils vont complètement détruire le désir du peuple de changer un petit peu. Ils détruisent les rêves, même les rêves. Ça veut dire que l'Europe est une chimère. On a édifié, on a construit une Europe des multinationales et pas une Europe sociale? Absolument, absolument. Il n'y a pas, évidemment, il y a quelques îlots qui restent encore, qui résistent, comme c'est le cas avec l'État-providence en France ou en Belgique, qui fonctionne malgré les attaques néolibérales et tout ça, mais quand même on coupe les salaires, on impose de l'austérité, on a des projets à long terme. Si l'expériment grec réussit, alors les autres pays vont subir la même thérapie qui est une thérapie mortelle. Alors, si la Russie énerve les Européens, est-ce qu'il y a des relations entre le gouvernement grec actuel et avec les pays arabes, les plus riches notamment? Je pense à l'Arabie saoudite, je pense aux Émirats arabes unis, je pense au Qatar. Peut-être qu'ils peuvent envisager de venir en aide à la Grèce. Non, pas vraiment. On a toujours des relations traditionnelles aussi, à cause de la position géographique. On maintenait toujours des relations traditionnelles, mais pas si proches qu'on peut attirer des investissements ou de l'aide économique. Est-ce qu'il est vrai que le Qatar actuellement est en négociation avec la Grèce pour racheter l'une ou l'autre île grecque? Oui, il y avait quelques îles qui appartenaient, ce ne sont pas des propriétés d'État, mais ils appartenaient aux oligarques grecs fameux comme c'était l'Onassis, Aristote Onassis, qui était l'homme le plus riche de la planète, qui a marié avec Madame Kennedy, après Kennedy a été assassiné avec Jackie Kennedy, tout ça. Alors, cette île-là, on veut l'acheter, mais ça ne fait pas partie de... L'État ne devient pas du tout parce qu'il s'agit de propriétés privées. Mais il y avait, de la part des médias allemands, comme ce journal Bild, le journal jaune, on a aussi demandé des Grecs qu'on vende des îles pour rembourser la dette. Oui. Ah oui, parce que... Et alors, dans mon film d'ailleurs, je parle à la fin, dans le climax du film, je parle avec le président d'un groupe qui
conseille le gouvernement allemand et c'est lui qui propose de vendre des îles et pour qu'il verse la dette. C'est ça, comme ça. On vit dans un monde, quoi, je ne sais pas, surréaliste, disons. Mais plus sérieusement, hein, le Premier ministre Alexis Tsipras était dans la flottille de liberté pour Gaza. Est-ce qu'il se détache aujourd'hui de ses idéaux pour plaire à Merkel? Non, non, pas du tout. Non. On a fait beaucoup on est pour le compromis. On a fait beaucoup de concessions pour aboutir à un accord. Mais ça, ce ne sont pas des... Il ne s'agit pas de recul stratégique. Il ne s'agit pas qu'on abandonne les idées de la justice sociale, de la solidarité entre les peuples et tout ça. Non, non, pas du tout. Mais quand même, on est assez compétent, intelligent, que comme les rapports de force jouent contre nous, de faire des compromis. C'est inévitable, ça. Donc, il n'a pas changé, il croit toujours à ses valeurs et à ses principes et il soutient la cause palestinienne. Oui, nous soutenons. Écoutez, la Grèce toujours soutenait, comme il y avait des relations très amicales avec les pays arabes, du Moyen-Orient, pas de... plutôt des Liban, évidemment de l'Irak avant la destruction de l'Irak. On soutenait Jordanie, on soutenait l'indépendance palestinienne et le droit des Palestiniens à un pays souverain et indépendant. En même temps, on maintient des relations diplomatiques avec Israël. Et je pense que ce gouvernement-là essaye de poursuivre le même trajet. Vous pensez que les peuples européens aujourd'hui en ont marre de la droite traditionnelle, la gauche traditionnelle, et ils risquent pour les prochaines élections européennes ou législatives ou présidentielles donner leur voix à des partis comme le vôtre ou à des partis en général de la vraie gauche, qu'on appelle aujourd'hui malheureusement l'extrême gauche? Si par la gauche vous voulez dire M. Hollande, oui. M. Hollande a abandonné toutes ses promesses, tous les statuts français, toute la tradition socialiste ou méditerraniste. Et il est devenu quoi, un subordonné de Berlin. Alors oui, si on parle de cette gauche qui n'est pas de la gauche, qui n'ont plus de la gauche, qui sont plus de la gauche, qui sont vraiment des, je sais pas, comment les ex-socialistes, c'est ça. Alors oui, il y a des gens qui cherchent pour des alternatives. Et quelquefois on les trouve dans la gauche, comme c'est le cas avec Syriza ou bien avec Podemos en Espagne. Mais aussi, quand on abandonne les idées fondatrices de l'Europe, comme c'est la justice sociale, la solidarité, le non-chauvinisme et tout ça, alors il y a aussi des forces de l'extrême droite qui en profitent. Et c'est ça le cas avec Madame Marine Le Pen en France, qui vient aussi de former un groupe parlementaire au Parlement européen. Et avec, en Grande-Bretagne, nous avons aussi des tendances xénophobes qui augmentent et tout ça, qui se renforcent. Alors oui, il faut revenir aux idées européennes que tout le monde aimait, qui ont fait l'Europe un symbole pour toute la planète. Une dernière question pratique. Comment on fait pour regarder La Marraine, votre film? Alors pour le moment, je cherche de le distribuer au cinéma. Et c'est pour ça que j'ai fait une première à Bruxelles. Il y a quelques mois,
une première à Berlin. Après, on m'a demandé quelque chose de la France et puis on va les distribuer à travers l'Internet. Monsieur le député, merci d'avoir été avec nous. Ça a été vraiment un plaisir de vous recevoir dans cette émission. Je vous remercie aussi. Merci. Madame, Monsieur, cette émission s'achève. Merci de l'avoir suivie. Je vous retrouve la semaine prochaine à la même heure et sur la même chaîne, bien sûr. Au revoir.